Allô? Oui, monsieur Conche? Oui. Oui, c'est Ronan Festoc à l'appareil. Oui, bonjour. Bonjour, je vous dérange pas? Non? Donc c'est bon pour demain à 14h15 à place du Général Marbeau? Oui. Ok, ça marche. À demain alors. À demain, monsieur Conche, merci, 14h15. Au revoir. Merci. Au revoir, merci à vous. Marcel Conche, bonjour. Oui, je suis très heureux de votre venue ici, à Altillac, dans une maison que je n'aime pas beaucoup, mais qui a tout de même été la maison de mon enfance, du moins des 5 premières années de ma vie. Maintenant, je ne l'aime pas parce qu'elle a été complètement bousillée par les occupants précédents. Tout de même, elle est assez jolie, je trouve. En tout cas, merci de me recevoir ici. Donc, vous l'avez dit, à Altillac, près de Beaulieu-sur-Dordogne. Très joli visage, situé en Corrèze. Nous sommes actuellement donc au mois d'août 2010. Est-ce la peine de vous présenter, Marcel Conche, si on va le faire un petit peu quand même? Vous êtes né en 1922, vous avez donc 88 ans. Vous êtes un philosophe français, donc vous avez publié une dizaine, même plusieurs dizaines de livres, dont on citera Orientation philosophique, analyse de l'amour aux presses universitaires de France. Vous êtes un spécialiste de Montaigne et d'Épicure et vous venez donc de sortir Corsica, 5e tome du journal Étrange au PUF. Marcel Conche, donc vous n'êtes pas très médiatique en tout cas. Vous serez content d'apprendre que votre livre Corsica est en rupture de stock aux éditions PUF. Donc, comment est-ce que vous expliquez ce succès j'allais dire, peut-être pas soudain, mais ce grand succès à 88 ans? Est-ce que c'est votre plus grand succès Corsica, Marcel Conche? C'est-à-dire que c'est probablement mon plus grand succès, l'un de mes plus grands succès, parce que mon premier livre, Montaigne ou la conscience heureuse, avait été lui aussi rapidement en rupture de stock lorsqu'il a été publié chez Segers en 1964, mais cela est lointain. Depuis, il a été réimprimé plusieurs fois aux éditions de Méjar et récemment aux presses universitaires de France. Mais en réalité, les ouvrages dont je suis le plus satisfait, dont je suis relativement fier, ce sont mes études sur les antésocratiques. Parce que ce sont ces études, c'est-à-dire mes éditions critiques d'Anaximandre, de Parménide et d'Héraclite, qui m'ont valu d'être élu à l'Académie d'Athènes. C'est parce que ce sont là des ouvrages de référence qui m'ont valu une notoriété internationale. Tandis que Corsica, je pense que ne débordera pas beaucoup les frontières de l'Hexagone et de la Corse. Mais... C'est plus anecdotique Corsica. Bien sûr, Marcel Conche, au bout de quelques coups de téléphone que nous avons eus ensemble, et en ce qui me concerne, j'ai pas lu vos livres sur les Grecs, puisque vous êtes en quelque sorte un philosophe qui veut un retour aux Grecs, en quelque sorte, on en parlera tout à l'heure. Et au bout de quelques dizaines de pages donc, que j'ai lues dans Corsica, Confession d'un philosophe aussi, réponse à André Comte-Sponville, paru chez Albin Michel, et dans Analyse de l'amour et autres propos, paru en 97 au PUF, j'ai l'impression que pour vous, philosopher n'est pas du tout stérile. Pour vous, ça doit déboucher sur la vérité de soi-même. Vous aimez les personnes singulières, je cite, comme Émilienne, justement, qui est en filigrane, même qui est le personnage principal avec vous de Corsica. Marcel Conche, ma question, c'est est-ce que vous pensez que la majorité des gens qui sont pris dans les filets du conformisme, dans les filets de la collectivité et des systèmes de pensée, etc., est-ce qu'ils ratent leur singularité et est-ce qu'ils ratent leur vie, Marcel Conche? Eh bien, d'une certaine manière, ils ne ratent pas leur vie si ils ont eu dans leur vie exactement ce qu'ils voulaient avoir. Seulement, il se peut très bien que ce qu'ils voulaient avoir ne se définisse que par des valeurs qui, à mon avis, sont de fausses valeurs, comme la propriété, l'argent, les honneurs, etc. C'est-à-dire que beaucoup de personnes restent des hommes collectifs.
C'est-à-dire qu'ils ont été éduqués selon les particularités d'une certaine culture, par exemple chrétienne ou islamique ou autre, et ensuite ils sont restés ce qu'on les a fait. Il est très difficile de devenir singulier. Stirner, vous savez, a écrit un livre, L'unique et sa propriété. Il a affirmé l'unicité de l'individu. Mais Nietzsche a très bien remarqué que cette unicité était une conquête, et qu'en réalité, la plupart des hommes se ressemblent beaucoup. Autrement dit, pour être singulier et unique, il faut le devenir. C'est-à-dire qu'il faut se libérer des tabous, des règles, des impératifs collectifs pour se ressourcer en soi-même, devenir un individu libéré de tout ce qui est collectif en nous. Et ça, c'est difficile. Par exemple, je dois dire que récemment, j'ai été très fier des résultats qu'ont obtenus nos athlètes aux Jeux de Barcelone. J'ai été très fier en tant que Français. Donc, vous voyez que là, c'est quand même un côté collectif. Et en réalité, c'est vrai que pour moi, c'est quand même un côté secondaire. Mais enfin, il existe. Et sur beaucoup de points, ainsi, je trouve en moi des aspects qui me laissent dans la dépendance de la collectivité. Vous savez, si vous prenez par exemple une tribu d'Indiens d'Amérique, bon, est-ce que, par exemple, un individu Apache, un individu Sioux, un individu Pied-Noir, un individu Cheyenne, est autre chose qu'un Apache, un Cheyenne ou un Pied-Noir? C'est-à-dire, est-ce qu'il a une individualité? D'une certaine façon, oui, parce qu'il affirme plus ou moins les valeurs de la collectivité. Par exemple, l'un sera un meilleur guerrier que l'autre. Donc, il y a des différences au sein d'une tribu selon la capacité d'affirmer les valeurs de la collectivité. Mais malgré tout, tout cela est dans les limites d'une culture particulière. L'humanité, en général, n'a connu que des cultures particulières où ce qui dominait était très souvent une religion, d'ailleurs. Par exemple, en Égypte,